bonsoir. Merci d'être venu assister à cette conférence sur l'intelligence artificielle, pas sur les prouesses de l'intelligence artificielle, puisqu'on les découvre, j'ai envie de dire, globalement, chaque semaine, chaque jour, on a une nouvelle innovation qui vient bousculer nos certitudes. L'idée ici, c'est plutôt d'essayer d'aborder comment cette intelligence artificielle va bousculer, va modifier les organisations financières et un peu plus largement, et comment d'ici 5 ans, comment ces organisations vont s'adapter. Alors, il y a des étudiants dans la salle, donc c'est aussi comment elles vont recruter, quel profil elles vont recruter, mais également, pas simplement problématique de recrutement, comment elles vont gérer certaines affaires. On verra que seront abordées des problématiques de confidentialité, parce que ChatGPT fait beaucoup de choses, mais en même temps, ça veut dire qu'on lui donne beaucoup d'informations. Donc, toutes ces problématiques-là seront abordées. On est sur une présentation, on va dire à peu près 1 heure et quart, suivie de questions-réponses qui vous permettront d'interroger le panel, d'avoir des compléments d'informations. Et ensuite, on aura un cocktail qui aura lieu à l'espace One, pour ceux qui connaissent, un étage en dessous, qui permettra de poursuivre la discussion dans des conditions plus agréables. On est déjà bien là, mais des conditions agréables, on va dire. Je ne vais pas présenter le panel, je vais les laisser se présenter. J'ai la chance, la fierté, alors c'est pas, moi je n'ai fait qu'inviter, hein, mais d'avoir réuni un panel de vrais spécialistes sur la question. C'est-à-dire que ce que vous allez entendre ce soir est issu de gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, dans des organisations qui sont en train de décider, de prendre des positions sur les années à venir qui sont extrêmement importantes. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie encore une fois d'être présent, et merci et bravo au panel d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Je prends la suite du coup. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Fanny Rimbaud, la fondatrice d'Instinct Collectif. Pour vous, en 2 mots, Instinct Collectif est né en plein confinement avec un motto: comment est-ce qu'on prend des décisions dans un monde où l'incertitude est devenue la norme. L'incertitude, c'est précisément aussi le futur, donc ça va nous animer ce soir. Et mon rôle, c'est d'être un petit peu votre guide, mais surtout celui du panel, pour se projeter en 2030 dans le monde de la finance et de l'IA. Et je vais avoir besoin de vous. On va faire quelques petits exercices de projection ensemble pour que le temps entre maintenant et le cocktail que nous a vendu Hervé soit le plus intéressant possible. Mais vous allez voir, je vais avoir besoin de vos mains. Et pour ça, je vais vous présenter le panel. Pour rester un petit peu dans un ancien monde, je vais commencer par Claire. Claire, merci beaucoup d'être présente ce soir. Tu as piloté 2 des plus grandes transformations tech et bancaires qui existent, à la Sogé et chez Lloyd. Et aujourd'hui, tu es indépendante, investisseuse et business angel. Je note quand même que quand on googlise, je ne sais pas si on fera ça encore en 2030, si on va demander des choses à Google, mais quand on tape ton nom sur Google, on tombe sur des Wonder Woman de la tech ou encore la plus jeune boss de l'innovation tech. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Juste à côté de moi, j'ai le plaisir de vous présenter Elias Ganem. Tu diriges le laboratoire de recherche de Capgemini et tu as beaucoup de choses à dire sur la banque de détail, mais pas que, surtout la banque d'investissement qui va nous intéresser ce soir. Et enfin, je finis avec Laurent. Tu es Chief R&D Officer chez Forvis Mazars. Tu accompagnes le monde de la recherche ici, mais pas que. Et on va se dire pas mal de choses sur l'évolution IA. Je vais commencer par un premier exercice de projection pour voir si vous êtes toujours réveillés avec nous. C'est valable pour l'assistance, mais aussi pour le panel. Alors, on est en mars 2030. Et le CAC est dominé par des entreprises pilotées par des agents IA. 82% des décisions d'investissement institutionnelles sont assistées ou validées par des systèmes automatisés. Le mot analyste n'est plus un métier, mais une posture humaine complémentaire d'un système apprenant. Donc ce soir, je vous propose un exercice de lucidité collective. On va explorer les futurs, mais on va voir jusqu'où on veut aller, jusqu'où nous devons aller, et ce qu'on est en train de perdre ou de gagner dans cette mutation. Mais alors déjà, le scénario que je viens de vous présenter,
j'aimerais que vous leviez la main ceux qui pensent qu'en 2030, 82% des décisions d'investissement peuvent être prises par des systèmes automatisés. Vous pouvez voter. Ok, ça fait une minorité, je crois. Hein. J'ai pas l'algo. Autour de la table, pourquoi tu as voté pour, Elias? J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé, l'analyse devient une posture. Et je crois que c'est exactement ça, en fait. Entre maintenant et les 5 prochaines années, la quantité de data qui aura été accumulée, enrichie, améliorée, aura été de tel niveau que l'analyste n'aura plus besoin de réfléchir sur la quantité. Il devra réfléchir sur l'engagement, donc ce côté posture. Donc moi, je suis convaincu que de plus en plus, aujourd'hui, les décisions, enfin, l'aide à la décision va être de plus en plus automatisée, industrialisée. Et du coup, les 12% restants ou les 18% restants vont être ceux qui vont créer la relation entre toi et moi. Mais pour pouvoir amener ma décision, je vais avoir besoin d'informations qui va être de plus en plus complexes, de plus en plus variées. Et le seul moyen est de plus en plus détaillé. Et je ne pourrai plus le faire moi-même. Donc la machine va m'aider à le faire. Donc c'est là où je dirais. Oui, alors moi je joue un peu sur tes mots, c'est-à-dire que je pense, comme Elias, que 82% des décisions seront assistées par des machines. Donc je pense que quasiment toutes les décisions de l'organisation passeront en fait dans des systèmes plus que de l'IA, parce qu'on va parler là des LLM ou des agents, ils passeront par ces systèmes-là. Maintenant, je pense que pas 82% seront pris en automatisé. Je pense que énormément de ces décisions, comme tu l'as mentionné, seront plutôt assistés et qu'il y aura le rôle de l'analyste financier à 2030 qui n'est pas si loin. Il sera peut-être pas si drôle, qui sera de vérifier ce que l'IA a proposé et différents scénarios. Et si je suis un petit peu cynique, peut-être de downgrader un petit peu cette décision, histoire que la conformité le laisse passer pour être compliant avec les régulateurs. C'est mon tour. Non, je n'ai pas levé la main, mais je pense que j'ai aussi joué sur les mots, ça doit être ça. Parce que le contrôle humain, la supervision humaine, c'est vraiment important. Donc, je ne pense pas qu'en 2030, on aura des 82% des décisions qui vont se prendre sans l'homme. Voilà. Parce que, après, qu'elles soient assistées, je vais vous le dire, hein, il y a 98% à aujourd'hui des décisions qui sont prises à l'aide d'Excel. Enfin, on peut toujours se dire que c'est terrible, mais enfin. Donc, c'est un outil, il va être extrêmement important, il faut qu'il reste à sa place encore quelques temps, parce que 5 ans, c'est quand même peu de temps. Hein. Donc, il y a des IA de raisonnement qui commencent à venir, on ne sait pas encore bien les maîtriser, c'est le tout début. En 2030, on s'en est parlé aussi, on vise l'émergence, je pense, des ordinateurs quantiques, qui est encore autre chose, mais qui servent aussi une certaine prise de décision. Et les IA, aujourd'hui, elles vont devoir apprendre à travailler aussi avec ces outils-là. Donc, voilà, donc tout ça est encore un peu mouvant. Moi, je pense de toute façon que oui, les décisions vont être... À un moment ou à un autre, il y aura toujours une séquence avec une IA quelque part, mais la prise de décision et la supervision, et on va venir aussi, comme tu le dis, un petit peu après, sur les risques systémiques, etc. Bon, là, il y a des choses qu'il faut contrôler. Pour vous donner quelques chiffres, avant qu'on lance le débat, 52% des métiers de la finance sont déjà partiellement automatisés selon McKinsey. C'était en 2023, donc on peut imaginer le gap qu'on a passé depuis. On a 83% des dirigeants de services financiers qui pensent que l'IA changera fondamentalement leur modèle opérationnel d'ici 2030. Ça date de 2024 et d'Accenture. On a 41% des décideurs qui estiment que l'IA est un facteur de concentration excessive du pouvoir. Ça vient du World Economic Forum en 2023, donc on peut imaginer la hausse depuis. Et enfin, parce qu'on terminera sur ce sujet, 80% des émissions carbone d'un modèle comme GPT-4 viennent de son usage et pas de son entraînement. On clôturera là-dessus, selon le MIT Tech Review. On parlait justement des décisions, et ce sera notre premier chapitre. Jusqu'où l'IA peut-elle aller dans une prise de décision autonome sans supervision humaine ?
dangereusement très loin. Et heureusement qu'il y a des garde-fous qui vont la maîtriser. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on laissait la bête prendre la main, elle pourrait le prendre, elle pourrait prendre des décisions. Et je pense que ce concept de co-pilot, le co est hyper important, mais on pourrait passer à un pilot avec le danger que ça pourrait représenter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on apprend tellement, donc ce côté entraînement devient de plus en plus rapide, de plus en plus intense, qu'on pense que 2030, c'est très loin. Et en fait, c'est énormément de temps à la vitesse à laquelle va la machine pourrait être au point d'ici là. Moi, je pense qu'on peut se retrouver dans une situation où la machine pourrait prendre des décisions en elle-même. D'ailleurs, il y a des décisions aujourd'hui, des décisions d'urgence dans un avion. C'est la machine qui commence à donner le message. Et après, le pilote reprend la main et continue la manœuvre. Mais la machine réfléchit plus vite, plus rapidement et avec beaucoup plus d'informations que l'humain peut le faire. Donc oui, le danger, je le vois. Et dans le jusqu'où, est-ce que vous vous imaginez des exemples, des situations de décisions qui peuvent être prises par la machine en 2030 ? Je pense que c'est intéressant que tu en parles en 2030 parce que la machine, aujourd'hui, elle prend déjà beaucoup de décisions. Moi, je rejoins Laurent. Donc aujourd'hui, les algorithmes, enfin le fondamental de la banque qui est quand même de gérer le risque sur l'argent qui lui est confié par les épargnants, c'est un système à base d'algorithmie. Et depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, souvent qui utilisent déjà de l'IA. Ce qui a changé, c'est les capacités de cloud, les capacités de calcul temps réel et récemment avec la GenAI, la capacité de capter de la donnée qui n'est pas structurée, donc qui n'est plus dans des bases de données ou dans du tableau Excel, mais qu'on arrive à récupérer de la voix, de la vidéo, d'Internet, d'email, de différentes choses. Et d'email, encore une fois, moi, dans mon précédent job, toutes les activités de marché, par exemple tous les emails, tous les ordres qui étaient passés, etc., tout était automatisé à travers de l'IA. Le matin, quand les agents arrivaient, ils avaient déjà une catégorisation qui était faite sur la prédictabilité du découvert. Est-ce que le client va être en défaut et il va recouvrir tout seul dans la journée? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a un vrai taux de défaut et c'est un vrai problème? Donc pour moi, l'IA, elle est déjà dans le quotidien. Et par contre, elle n'est pas toujours bien implémentée dans le quotidien. Et moi, c'est un peu ça ce que j'attends dans les 5 prochaines années. Je vous donne un parallèle. Quand vous suivez votre GPS, parfois, il ne vous emmène pas toujours au bon endroit, pas toujours par le chemin le plus simple, et vous pouvez vous retrouver un peu dans le champ de betterave. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que, avec plus de données, avec des meilleures décisions, avec des capacités de reasoning contrôlées et gouvernées, on va pouvoir améliorer ce qu'on a fait et qu'on va pouvoir avoir plus de flexibilité, plus de capacité de prêt, plus de suivi des liquidités qui est possible, ou des meilleures prédictibilités des stocks et ce type de projet. Aujourd'hui, on voit, il y a une recherche qui a été faite par le docteur Thierry Foucault à HEC. Il analyse, quand un analyste utilise des LLM pour fixer le prix d'un stock et qui va utiliser un LLM, donc un peu un bougli-bougla avec de la data qui n'est pas toujours très correcte, et en fait, ça ne prédit pas bien le stock long terme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde de l'IA d'aujourd'hui, on va pouvoir générer de la data synthétique. On va pouvoir évaluer de façon continue les modèles. On va pouvoir utiliser du reinforcement learning. Et donc, sur quelque chose qui ne marchait pas très bien, eh bien, on va pouvoir justement améliorer et avoir une bonne prise de décision. Et donc, pour moi, ce n'est pas tellement jusqu'où elle va, parce qu'elle va déjà très loin aujourd'hui. Mais par contre, j'en attends plus. Et la question, c'est comment on s'équipe et qu'on comprend bien cette technologie pour aller sur une bonne décision. Beaucoup a été dit, hein, je sais pas. Il faudra que je revienne après sur l'intégration au sein des entreprises, parce que c'est effectivement, je pense que c'est aussi ce que tu dis, l'autonomie, elle se fait pas. Aujourd'hui, les IA, quand elles se mettent en place, c'est souvent un service qui décide de le faire. Il y a le service dans la banque qui est Next Best Action. Qu'est-ce que mon client, qu'est-ce que je dois lui proposer comme prochain service? Il y a le service qui est au niveau du commercial, c'est la top line à tout prix, comment je fais pour garder mes clients. Et en fait, aujourd'hui, la finance, elle va travailler sur de la prédiction ailleurs, dans autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas interfacé. C'est-à-dire, aujourd'hui, garder des clients qui ne sont pas rentables, qui sont pénibles, mercenaires, qui changent de banque toutes les 2 minutes, etc., vous n'en voulez pas. Et aujourd'hui, les IA, elles font chacune un boulot séparé, à droite, à gauche. Il n'y a pas d'intégration aussi claire que ça dans les entreprises. Donc la première
des marges d'autonomie, c'est de réussir à piper les différents départements et secteurs qui aujourd'hui font tous des expériences à droite à gauche pour gérer leur propre manière de travailler, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore intégré avec une espèce de centre de décision à ce moment-là qui devient, entre guillemets, dangereux. Ça, c'est le premier point qui me paraît important dans l'autonomie. Après, je vais quand même dire, on a 2 gros problèmes avec l'IA aujourd'hui pour se dire qu'en 2030, ça va être fabuleux. Le premier, c'est quand même de résoudre l'équation environnementale, parce que aujourd'hui, ça n'est pas résolu. C'est-à-dire, ça a été dit tout à l'heure, l'usage de plus en plus monstrueux des IA n'est pas soutenable, en fait, mais absolument pas. Donc, il va falloir compter sur des progrès technologiques pour plus de frugalité, plus d'efficacité, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas résolu. Voilà. Le deuxième problème, c'est la boulimie niveau data. Les modèles de langage que vous connaissez, qui sont sur le marché, ils ont à peu près absorbé, pas très loin d'à peu près tout le savoir humain digitalisé. Enfin, je veux dire, maintenant, on commence à parler de Zakouski sur les côtés. Et ça pose un problème, parce qu'elles vont commencer à générer de la donnée synthétique, qui elle-même va se retrouver sur les marchés, et elle va être utilisée par les IA d'après, pour s'entraîner, et il y aura de moins en moins de données humaines et de plus en plus de données synthétiques pour entraîner les IA. Donc vous voyez la référence circulaire qui est en train de se créer, et je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre, les IA de langage aujourd'hui, elles ne font que prédire le mot d'après. Donc si je dis le meilleur ami de l'homme est en fait, la machine, entre guillemets, implicitement, elle va se dire, allez, j'ai 60% de chance de dire le chien, 30 de dire le chat, 10 de dire le cheval, je sais pas. Et donc, si vous lui mettez, je ne vais pas rentrer en détail, si vous mettez une température de 0, il va répondre le chien, parce que c'est le truc le plus probable. L'IA d'après, qui arrive 10 ans plus tard, elle regarde toutes les données, et il y a les données synthétiques des IA qui ont répondu le chien dedans. Et là où elle avait 60%, désormais elle a 95%. Et vous avez un appauvrissement généralisé de la diversité des savoirs humains, puisqu'à la fin ne prédomine que celui qui a été majoritaire à un moment donné. Et je vous ai dit 60, mais il peut démarrer avec 30%. Si c'est la plus probable quand même, le 30 va devenir 95. Donc évidemment, vous imaginez sur les marchés le problème que ça, si toutes les IA se mettent ensemble à faire du trading, du micro-trading, de tout ce qu'on veut, elles vont toutes avoir les mêmes seuils, se déclencher au même moment, finalement à être très très homogènes, parce qu'en fait, on les aura alimentés avec des données déjà complètement synthétiques et qui se sont de petit à petit appauvries. Voilà, donc on a un vrai problème aussi à résoudre sur la data. Je suis trop bavard, pardon. Moi, j'ai une inquiétude sur la qualité de la data aussi. Là, on est dans le meilleur des mondes où on est tous honnêtes et tous on met de la bonne data dans le système. Mais si un de nous commence à injecter de façon massive de la mauvaise data et qui dit le meilleur ami de l'homme, c'est le soviet, et que ça vient, et que ça vient, et que ça vient, et en fait, petit à petit, les systèmes vont se transformer. Je pense que le gros danger qu'on a, c'est la qualité de la data, donc le input qui va rentrer dans le système. En plus, c'est multimodal, donc c'est de la voix, c'est toute la partie YouTube qui peut influencer, toute la partie influence qui peut transformer la data. Et à partir du moment où on ne maîtrise plus le input, on peut mettre en danger le output. Et je pense que là, il y a un danger sérieux qui est devant nous. Je pense que c'est des points valides et pertinents. Et effectivement, c'est des bouts qu'on n'a pas encore dans la chaîne, mais c'est quand même des sujets sur lesquels on réfléchit. C'est-à-dire que la partie... Ce que vous voyez, en fait, quand vous voyez des benchmarks des modèles, ils ne font pas d'évaluation des modèles de façon continue. Le benchmark des modèles, c'est quelque chose qui a été vraiment plus créé pour dire Lama va plus vite que Mistral, va plus vite que DBX, va plus vite que... Voilà. Il y a des gens qui travaillent en ce moment sur des frameworks d'évaluation de façon continue, de la même façon que d'évaluation des datasets pour essayer de les rééquilibrer, de la même façon qu'on voit, en fait, il y a des gens qui commencent à faire des bases de données qui sont créées par l'humain et pas que par la data synthétique, qui sont spécialisées, par exemple dans les mathématiques ou dans des choses spécifiques pour entraîner les modèles. Donc, je suis d'accord avec toi, Laurent, on n'a pas toutes les briques, et tu as raison de dire que c'est des challenges. Pour moi, ils ne sont pas insurmontables. Voilà. Et 2030, comme je le disais, moi, si déjà on arrive à améliorer le GPS et que j'arrive à pas finir dans le champ de betterave, mais savoir à peu près mon stock action où il est, c'est déjà pas mal. Et en fait, ça marche de mieux en mieux. Le GPS, tous les jours, apprend de plus en plus et arrive à répondre à ce problème. Écoute, je pense que il fait toujours le tour de chez moi, sans vraiment trouver où j'habite, mais bon. C'est le moment où je me tourne vers le public. Donc, on a vu la capacité,
que personne, a priori, n'ignore ici, mais aussi quelques risques. On peut aussi imaginer, du coup, que l'opinion est un peu sensibilisée sur les risques, enfin, l'opinion et les profils corporate. Du coup, à vous, public, en 2030, avec tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous pensez qu'un client institutionnel acceptera qu'une IA décide seule d'un investissement à 100 millions? Levez la main ceux qui pensent que oui. Vous devez vous sentir seul. Vous pouvez prendre le micro. Non, mais il y a des articles en ce moment qui sortent sur les grandes banques américaines qui développent le QIS, ou je ne sais plus comment, une assistance automatisée pour les hedge funds, de ne plus utiliser des hedge funds et de développer des modèles mathématiques qui investissent d'une manière complètement automatique, avec des comptes qui développent ça. Et c'est des outils vendus par les grandes banques américaines à des fonds d'investissement. Il me semble que ça existe déjà. Enfin, c'est maintenant. Moi, je pense qu'il donnera la recommandation, mais appuyer sur le bouton restera humain. Et la question, c'est à quel niveau? Comme tu as mis 100 millions, je pense que la décision sera encore humaine, mais je pense qu'une grande partie de la réflexion sera faite par la machine, les fameux 82, voire plus. Mais je pense qu'un institutionnel, ou même un individuel, encore un chiffre avec quelques zéros de moins, va à un moment donné avoir besoin de quelqu'un qui le regarde dans les yeux et qui lui dise « parce que je te connais, parce que j'ai le contexte, parce que, je valide la décision de la machine et on y va ». Ce qui va être beaucoup plus difficile, c'est d'aller contre l'avis de la machine. Et je pense que le challenge va être là, d'avoir les éléments pour pouvoir déconstruire l'argument qu'a monté la machine. Pour ne pas paraphraser, deux choses. Moi, les seuls exemples que je connais aujourd'hui de décision automatique, c'est plutôt du côté procurement. Donc, tu vois, par exemple, Walmart qui a fait les négociations button-but, donc en dessous de 100 000 ou 50 000 sur des suppliers. Ils disent, vous négociez vous-même les prix, on veut pas, on n'a pas besoin, en fait, la marge n'est pas assez importante pour qu'on s'en occupe. Moi, j'ai surtout vu ce type de button-but conversation. Je pense que le challenge, c'est quoi? C'est qu'à un moment, si tout le monde a les mêmes algorithmes, manipule les mêmes données et prend les mêmes décisions, donc c'est pas stricto sensu sur les 100 millions, mais si tout le monde fait la même chose, finalement, comment tu crées de l'edge? Est-ce que finalement, c'est pas les humains qui misent contre les algos qui de temps en temps gagnent par rapport à ça? Donc moi, c'est plutôt, je pense qu'à un moment, on arrivera, et ça sera de la décision assistée, et après, selon ce que représente 100 millions pour toi, eh bien, il y aura peut-être de l'automatisation ou il n'y en aura pas. On rigolait avec Laurent en disant le Bitcoin, il y en a peut-être qui, de toute façon, mettent ça automatiquement, ou peut-être que la somme des ordres sur certaines choses font que ce type de sommes peuvent passer. Mais moi, je suis plus intéressée par le fait, voilà, quand tout le monde prend les mêmes décisions, tout le monde a les mêmes datas, que tu es dans un environnement régulé, finalement, c'est quoi l'edge et comment ça se passe? Bon, alors, je sais que les théories financières, elles parlent de l'aversion au risque comme si c'était une donnée universelle pour tout le monde. On sait bien que ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, il y a aussi des théories qui démontrent ça. Donc, il y aura toujours des gens, en fait, pour prendre des risques que d'autres ne prendraient pas. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'il y en ait, voilà, qui y aillent, et qui en fassent même une posture commerciale pour expliquer que, regardez, c'est extraordinaire, nous, on est complètement algorithmisé, ça devient même un argument de vente. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait une boîte qui utilisait l'IA pour prédire les scénarios de films qui allaient faire des blockbusters. Il n'y a rien de plus humain qu'un scénario de film qui plaît, c'est artistique, c'est tout ce qu'on veut. Bon. Et donc ça a été l'argument de vente. C'est mon algo qui va dire si le film va marcher ou pas. Et ils ont fait 2 blockbusters, et puis après ils ont fait faillite. Voilà. Mais bon, donc ils auraient dû s'arrêter avant. Voilà. Donc l'aversion au risque, voilà, c'est un premier. Après, le deuxième sujet, c'est faut pas oublier qu'on a des ratios prudentiels, qu'on est quand même dans une activité régulée, et qu'à aujourd'hui la CPR, pour parler de la France uniquement, l'autorité de contrôle prudentiel et des risques, elle exige de se baquer en fonds propres en fonction des risques qu'on prend. Donc si vous dites je prends une position ouverte que je ne sais pas expliquer, rationaliser, qu'est-ce que vous mettez comme fonds propres en face?
comment est-ce que vous expliquez à la CPR ce qu'il faut faire? Donc, en réalité, ça va être possible que si vous avez un algorithme hautement explicable, ce qui est d'ailleurs un des pans de recherche dans le domaine financier, c'est qu'aujourd'hui, ils ne se disent pas juste je vais prendre un LLM et puis il va me faire des trucs, c'est comment est-ce que je fais pour un algorithme suffisamment explicable pour que je puisse effectivement rationaliser une démarche, à la fois pour la CPR, puis éventuellement pour moi, parce que effectivement tout le monde n'a pas une aversion au risque identique, comme je le disais. Voilà. C'est une transition parfaite pour parler de la régulation. Est-ce que la régulation européenne protège vraiment, nous protège, ou est-ce qu'au contraire, elle nous bride face à l'IA? Regarde, c'est moi qui dois commencer cette fois. Je sais pas, moi, Est-ce qu'elle nous protège ou est-ce qu'elle nous bride? Les deux, en fait. Voilà. J'espère qu'elle va nous protéger parce qu'on ne va pas utiliser le présent. Aujourd'hui, cette régulation sur l'IA, en fait, il y en a plusieurs. Alors, bon, il y a le DSA qui est autre chose qui régule sur les plateformes des réseaux sociaux, ce qui est quand même un enjeu sociétal. Donc c'est le Digital Service Act. Cette directive européenne, elle vise en fait à réguler les plateformes Internet qui sont, on va dire, principalement les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Donc ce sont des plateformes qui drainent des millions de gens. Et donc l'idée, évidemment, c'est de se dire, attention, faut respecter les droits fondamentaux, faut respecter la non-discrimination, faut que quand il y a un contenu inapproprié, qu'en 48 heures, vous ayez pris une décision de j'enlève, je retire ou je garde, etc. Bon, il y a tout un tas. Donc, évidemment, quand vous avez 1 milliard de postes tous les 2 jours et qu'on vous demande de pouvoir retirer en moins de 48 heures quelque chose qui va pas, vous ne pouvez pas uniquement avoir une armée de gens qui regardent tous les postes. Il vous faut des algorithmes. Et donc, par voie de conséquence, le DSA amène à devoir auditer des algorithmes d'IA. Voilà. Donc ça, c'est l'incise qui du coup a déjà démarré. Le DSA, il existe depuis quelques années, et ils viennent tout juste de sortir le code de désinformation, qui est un code de pratique en application du DSA, qui est tout nouveau, qui est d'application volontaire, et dans lequel X, par exemple, a décidé qu'il n'irait pas volontairement. Et donc on a l'AI Act maintenant, la nouvelle le règlement, donc c'est pas une directive, le règlement européen qui est entré en fait en application en août dernier, mais en réalité le mois dernier. La première mesure, qui sont les systèmes d'IA interdits en Europe, c'est désormais actif, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui a un système d'IA interdit, il risque 7% de son chiffre d'affaires en amende, pour commencer, puisque c'est juste l'amende administrative. Bon, les IA interdites sont vraiment quand même bien interdites, c'est-à-dire que c'est des notations sociales où tout le monde est fliqué, la Big Brother, c'est de la vidéo massive qui reconnaît les gens dans la rue sans consentement, sans rien. Enfin bon, il y a quand même c'est quand même assez lourd. Et puis on a donc tout un tas d'autres réglementations sur les systèmes à haut risque, etc. Bon, il y a des graduations et tout ça va se mettre en place progressivement. Mais donc il faut en parler au futur. Voilà, donc évidemment, beaucoup sont des fervents supporters et considèrent que ça va passer loin. D'autres considèrent au contraire que c'est terrible et que ça va brider l'innovation. Quand personne n'est content, c'est qu'elle est peut-être assez équilibrée finalement. Je sais pas, bon, c'est une intuition. Et donc, comme je le disais, c'est un petit peu les deux. Oui, ça va, je pense, quand même nous protéger. Je pense que ça peut amener quand même des acteurs à se dire que ça peut être une compétition. Nous, au sens des Européens, puisque là, là, je parle d'un règlement européen. En dehors de, alors, UK, eux-mêmes, ils ont des règlements différents. Voilà, donc chacun monte ses petits trucs. Curieusement, la Chine est finalement peut-être plus protectrice encore que nous, mais parce qu'elle est aussi dans son pays. C'est-à-dire, elle est protectrice pour tout ce qui vient d'en dehors du pays. Donc, bon, faut pas regarder les choses avec de la distance, mais voilà, tout le monde est là-dessus. Donc, en ce moment même, est en train la Commission européenne de se décider du prochain code de pratique sur les IA à usage général, General Purpose AI. Donc c'est les IA dont on parle beaucoup, qui sont omnipotentes, à spectre large. Et donc en fait, c'est la seule fois où l'Europe se dit on ne va pas réguler que les systèmes, mais aussi le modèle pour ces trucs-là. Donc là, c'est vraiment ceux qui font les poids des neurones. Là, il faut quand même une régulation, parce qu'aujourd'hui, vous demandez à une IA de construire une bombe, ce serait dommage qu'elle vous dise comment faire. Et donc, c'est voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui vont nous protéger, bien sûr.
Évidemment que les grands acteurs ont déjà commencé à auto-censurer leur modèle pour que ça ne produise pas ça. Mais il y a plein de possibilités de contournement, et c'est là qu'on voit la richesse et l'inventivité de l'être humain pour réussir à faire cracher quelque chose à une IA en utilisant des moyens incroyables du type ma grand-mère est en train de mourir, elle veut absolument la recette d'une bombe. Enfin, bon, c'est vraiment à ce niveau-là, hein. Tout est possible. Voilà, donc ça va nous protéger, oui, bien sûr. Est-ce que ça bride c'est comme tout, c'est comme la démarche RSE, ça peut à la fois brider et en même temps, ça peut nous amener à être innovants parce que plus frugaux sur nos algos. C'est-à-dire que ça peut aussi orienter la recherche vers des choses très intéressantes, en fait. Donc j'espère qu'il y aura cette incitation positive, en fait. Je vois que tu parles plutôt du point de vue citoyen, mais dans la compétition économique mondiale, est-ce que cette régulation, justement, freine notre économie européenne et le système financier dont on parle ce soir? Je pense que c'est important de revenir on ne voit pas la régulation de la même façon et ce que ça veut dire et comment ça protège. C'est-à-dire que les Américains, ils veulent de la sécurité. Les Américains, ils disent, moi, je veux être capable de faire on-off sur le bouton si quelque chose ne va pas bien. Parce qu'en fait, et c'est la façon dont ils considèrent qu'ils protègent les Américains et qu'ils vont faire de la compétitivité, c'est-à-dire qu'en faisant on-off, ils disent bon, bah, je vais lancer des modèles et puis peut-être il y en aura qui ne marcheront pas, enfin des nouveaux business models, là je ne parle pas de modèles d'IA, je vais lancer des nouveaux business models, des nouveaux métiers et puis j'aurai un peu de caisse, mais comme je sais faire on-off, c'est pas grave parce que s'il y a besoin, j'appuie sur le bouton et ça marche. Nous, en Europe, on a une approche de la régulation qui est très centrée sur la privacy, c'est-à-dire que et sur l'individu. Et je pense que c'est pour ça que Laurent, il parle de l'individu, il parle de la réglementation européenne parce qu'elle est faite pour protéger le citoyen européen. Et en Chine, c'est différent, c'est une question, comme tu as mentionné, de souveraineté. C'est-à-dire que le Chinois, il veut dire, moi, l'État, je suis omniprésent. Je parle plus de la Chine, parce que le reste de l'Asie peut avoir des variantes un petit peu différentes, si vous voulez, à Singapour ou en Asie du Sud, mais, ou même en Inde, mais sur la partie Chine, ils disent, moi, je veux pouvoir contrôler tous les systèmes tout le temps. Je veux pouvoir voir la donnée en temps réel. Par exemple, quand il y a des systèmes informatiques, il n'y a sur WeChat aucun contrôle de la donnée. L'État peut accéder à l'intégralité de la donnée qu'il y a dans le WhatsApp équivalent en Chine. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui regarde sa sécurité, quelqu'un qui regarde la privacy de ses citoyens et quelqu'un qui regarde la souveraineté de son État et l'accès à 100% et 24 heures sur 24 à l'intégralité du système et de la donnée pour pouvoir le contrôler. Et donc, les régulations, elles sont construites de cette façon. Moi, je rejoins Laurent qui est... il y a, en plus de ça, sur la compétitivité, tu as aux États-Unis des entreprises de tech qui sont les leaders du marché américain et qui ont créé un vivier de dirigeants qui, du coup, ont inondé les différentes industries, que ce soit la finance, le FMCG, etc. Souvent, les gens ont fait un post chez Facebook, un post chez Google, etc. Et donc, quand ils arrivent ou ils reviennent chez Mars, chez Unilever, etc., ils ont des notions de base de ce que c'est l'informatique, la gestion des droits privés, comment ça fonctionne un Teams local ou un Google local, etc. En Europe, on n'a pas eu ces grosses entreprises technologiques. Et donc, on reste souvent dans les comités exécutifs avec, comme je l'étais, un patron de l'innovation, un patron du digital sur le COMEX ou un patron de l'IT qui porte un petit peu et qui est là pour travailler avec les CEO pour apporter cette couleur technologique. Et donc, le challenge, c'est un petit peu ce que aussi fait la régulation, c'est de faire en sorte que les dirigeants ils se rendent compte, quand on prend des décisions informatiques, que ce n'est pas que le job du DSI. Et un exemple qui est souvent connu dans les systèmes Iris, c'est à la poste anglaise, il y a des facteurs qui se sont fait licencier par centaines parce qu'ils étaient accusés d'avoir détourné de l'argent. Et on a découvert 10 ans après qu'en fait, ils n'avaient pas détourné l'argent, que c'était une erreur dans le système informatique de la poste anglaise. Et donc, il y a un énorme procès, vous imaginez, c'est des facteurs, c'est des postiers, c'était des gens qui étaient proches, qui se sont fait licencier, qui ont défendu pendant des années leurs droits en disant « mais je n'ai pas triché le système et vous m'imposez ça » et que c'est pas si simple quand on est postier de retrouver un emploi, de retrouver un job. Eh bien, il y a un moment, les décisions qui sont prises, quand c'est des décisions informatiques ou c'est des décisions de mise en production de l'IA,
elles doivent être comprises par les comités exécutifs et mises en production. Et donc, c'est ça qu'elle fait la régulation avant tout, c'est elle va classifier c'est quoi un very high risk, donc typiquement ce que disait Laurent, une IA qui est en train de scraper vos données biométriques sans vous demander l'autorisation et qui va les réutiliser pour les vendre à une autre entreprise ou qui va faire quelque chose, eh ben, c'est interdit ou c'est sanctionné plutôt au niveau maximum sur la loi européenne. Et donc, on va avoir une pyramide qui dit, bah voilà, vous êtes high risk ou vous êtes low risk, et puis il y a des niveaux de sanctions qui sont afférents par rapport à ça. Moi, c'est une logique dans laquelle c'est dur pour moi de ne pas adhérer, tu vois, par rapport à ça. Après, d'un point de vue compétitivité, il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. La bataille, parfois, ce qu'on peut voir des startups et de la French Tech en disant « Ah bah oui, je veux accéder à la main, etc. » Bon, les Américains, ils ont promis à leur marché 20% de croissance sur les boîtes de tech post-Covid. Ils sont saturés sur leur marché, ils peinent à faire leur 20% de croissance sur leur propre marché. Et donc, le relais de croissance, ça s'appelle l'Europe. Donc, eux, ça ne les arrange pas des masses quand les Européens viennent dire « Ah ben nous, en fait, on n'a pas envie, ou on va réguler, ou on va faire comme ça, parce que ça impacte leur marché. » Mais comme les Américains, ils sont très market is market, pour eux, c'est pas grave. Il faut réussir à parler leur langage. C'est comme n'importe quel business de trade. En fait, on va trouver une bonne assiette par rapport à ça. Voilà. Mais donc, il y a du bruit, il y a des vrais sujets sur la régulation, et surtout, il y a des façons différentes, il faut quand même être honnête, dont on perçoit la régulation et son importance sur ces différentes plaques géographiques. Moi, j'aime bien les deux approches. Vous avez donné les zones, donc l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et je pense que l'Europe est malgré tout, avec la privacy avant tout, donc nous protéger à nous tous et donc protéger l'entreprise. L'Amérique a ses grandes entreprises qui a créé quelque chose. L'Asie, la Chine a son grand top-down. Et l'Europe a la Commission européenne. Et moi, je pense que la Commission européenne a lancé la PSD2, pour prendre un autre exemple qu'on connaît tous au quotidien, qui est le fait que la PSD2 a existé. Elle a fait des enfants partout dans le monde. L'open banking est devenu une réalité un peu partout dans le monde grâce à l'Europe. Au début, tout le monde disait « moi, je ne veux surtout pas suivre le même modèle ». Et aujourd'hui, alors, que ce soit régulé ou que ce soit adopté et scrappé, qui est le modèle américain, aujourd'hui, c'est grâce à la régulation européenne que c'est en place. Toujours avec la privacy en leadership, en tête, et la protection. Le jour où on aura un Google en Europe, le jour où on aura un Google et un Facebook et qu'on aura toute la chaîne de valeur, peut-être qu'on sera dans le même niveau et que la privacy sera moindre. Mais aujourd'hui, on a un tel décalage entre le secteur privé américain et le secteur privé européen, et une telle présence du régulateur européen, heureusement, parce que les privacy qui sortent d'ici sont hyper répercutés dans les autres pays, les autres zones. Et moi, je pense que malgré tout, si on lâchait complètement le secteur privé en contrôle, on risque d'arriver dans du market is market et d'arriver à une scale de liberté qui peut être très dangereuse. Merci beaucoup. C'est le temps de se tourner vers le public pour une prochaine projection et faire une transition délicate, mais sur les métiers qui intéressent particulièrement normalement l'Amphi Raymond Aron de Dauphine. C'est une transition vers les nouveaux métiers. Est-ce que, et je vais vous demander de lever la main, ceux qui pensent que oui, d'après vous, le métier d'analyste existera encore en 2030 ? Le panel peut réagir. Ah, du coup, pardon, qui n'a pas levé la main ? Une personne. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Donc, je répète ce que vous dites pour ceux qui ne nous ont pas entendus. D'après vous, il y aura plus de profils commerciaux plutôt que des analystes. Et là, on a une réaction à droite qui dit « mais du coup, ce seront des analystes ». Je me dirige vers le panel. Nous, on a fait une étude sur le behavioral finance. Je ne sais pas comment le traduire en français. Donc, c'est comment pouvoir interpréter les sentiments du client. On a fait ça dans la banque privée. Et on s'est rendu compte qu'on a tous des biais.
dans notre façon d'être, et en fonction du moment où on identifie les biais, on sait accompagner la réflexion. La machine va identifier mes biais, et la machine va donner à mon relationship manager les éléments de attention. Elias, quand ça va arriver sur l'Asie, il faut faire attention, ou l'Amérique. Enfin, donc ces biais que chacun de nous a, la machine va être de plus en plus équipée pour identifier les profils. Mais en fin de compte, celui qui va m'adresser, que ce soit institutionnel ou personnel, reste une personne. Est-ce qu'il est analyste? Est-ce qu'il est commercial? Est-ce qu'il est entre les deux? Il aura la base de données, l'information, et à lui de faire de last mile qui saura me parler à moi et qu'on prenne la décision ensemble. Mais d'après vous, là, si on imagine qu'il y a certaines personnes dans la salle qui souhaitent s'interroger sur leur employabilité, ils sont a priori au bon endroit. Qu'est-ce qu'on leur conseille comme trajectoire pour travailler dans la finance dans les prochaines années? Je pense, enfin, l'exemple des analystes, il est bien. Enfin, si on regarde les analyses de marché, un bon analyse de marché, ça met quand même entre 5 et 10 ans pour être formé. Un bon analyse de marché, alors il y a plein de types d'analyses dans la banque, mais on va prendre le royalty de l'analyste. C'est quand même l'analyse de marché. Et il faut quand même 5 à 10 ans pour former un très bon analyse de marché. Et en plus, dans les boîtes de recherche, souvent, ils vous disent, bon, bah, moi, je me rappelle, on avait des conversations où ils étaient, est-ce qu'on va mettre un analyste crypto ou pas aux États-Unis? Et puis, même, est-ce qu'on va en avoir en Europe? À la rigueur, on aura peut-être un aux US, mais en fait, on n'est pas vraiment sûr qu'on en aura en Europe. Et donc, je pense qu'en fait, la formation d'un analyste, elle va toujours prendre du temps, mais que déjà, il pourra peut-être couvrir, s'il crée le poste, et le marché américain et le marché européen. C'est-à-dire qu'il va avoir plus de data et il va pouvoir, bien, de la même façon qu'on discutait de ces différences culturelles, finalement, entre les signaux et ce que ça veut dire la régulation, et ben, il va peut-être pouvoir s'approprier plus rapidement les différences culturelles en échangeant et en ayant des agents ou un système qui va plus l'amener à réfléchir et à interagir sur son sujet ou avoir une première base et couvrir un plus gros marché. Mais également, on pourra peut-être avoir sur des jobs qui n'existaient pas, une couverture. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qu'il faut apprendre? On est vraiment plutôt pour moi dans l'humain augmenté. Et on voit bien les études, je ne sais pas si vous avez suivi cette étude de Harvard qui était sortie, où ils voient, ils appellent ça Centaure versus Cyborg. Ils ont équipé les consultants de BCG d'IA, alors c'était les premières générations de Large Language Model, mais ils voient bien qu'à chaque fois, les équipes d'IA surperforment, les équipes équipées d'IA surperforment par rapport aux équipes qui ne le sont pas. Et elles arrivent à faire plus de tâches, plus d'activités, etc. Et donc, un peu, qu'est-ce qui, par exemple, une boîte qui est assez avancée en IA, ça va être Alan en France, qui a incubé Mistral et qui maintenant utilise de l'IA à large échelle. Bah, chez Alan, les problèmes qui commencent à se poser, c'est, en fait, ils ont plusieurs générations de prompts qui existent. Donc, ils ont amélioré leurs prompts, ils ont des databases de prompts qui leur permettent de prendre des décisions, parfois en automatique, parfois pas. Et en fait, bah, maintenant, il faut maintenir les prompts. Et puis c'est pareil, ils ont fait du fine-tuning de leurs algorithmes, et en fait, pour retracer les décisions par rapport aux algorithmes qu'ils ont pris dans de l'assurance santé, il faut maintenir les algorithmes. Donc je pense qu'à 2030, c'est pas si loin. Donc tu as quand même un profil un peu hybride. Elle n'est pas si simple ta question, parce que c'est un profil un peu hybride, un peu technique. Enfin, il faut se le dire, les agents et l'IA, ça marche quand même pas super bien aujourd'hui. Moi, je suis ingénieur informatique, donc j'arrive à mettre les mains dedans et à regarder. Et j'ai passé une grosse partie de l'année dernière à retourner coder. Mais la plupart des gens avec qui je travaillais au quotidien, c'est pas hyper simple pour eux de faire ça. Et je leur conseillerais d'attendre 12 à 24 mois et de rester sur la base du prompting, parce que franchement, tu n'as pas besoin d'apprendre. C'est-à-dire que dans 24 mois, on va trouver des solutions qui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Et donc, tu n'as pas besoin, c'est comme la dette technologique, hein, tu n'as pas besoin de te créer de la dette dans laquelle tu vas comprendre un truc hyper compliqué qui demain n'est pas là. Donc, je pense qu'on reste en fait sur des skill sets qui sont assez basiques, qui sont l'esprit critique. C'est-à-dire que de vraiment pas croire tout ce qu'il y a. Plus de 52% des réponses de ChatGPT sont fausses. Moi, encore aujourd'hui, le CPO de OpenAI, il dit « Ah, c'est génial, on peut générer des images de super qualité. » Moi, j'ai été générer mon image. Alors déjà, je lui ai dit
J'ai utilisé exactement le prompt du CPO d'OpenAI. Il a dit, voilà, j'ai fait ça, à quoi je ressemble selon toi? Voilà, il m'a sorti une brune avec des lunettes, parce qu'il avait dû croire que je faisais de l'informatique, ou je sais pas, il avait un stéréotype avec mon gamin sur les bras et mon PC dans le sofa. Bon, je l'ai un peu entraîné, j'ai réussi à trouver un truc qui ressemblait à peu près à moi, et j'avais demandé, ok, bah, les autres, qu'est-ce que vous pensez? Faites le même prompt. Et alors là... j'avais un copain qui est dans une banque d'affaires, ils lui ont sorti une nana où ils avaient un peu accentué le DNI qui était sorti, un copain où c'était pareil, enfin voilà, le truc raconte n'importe quoi en fait, enfin ça raconte n'importe quoi. Donc il faut vraiment développer de l'esprit critique par rapport à ces systèmes d'IA et se dire, est-ce qu'il est vraiment en train de donner la bonne réponse ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup plus de skill set à développer autour de la data en court terme, et arriver à bien manipuler la data, et pas que de la data structurée, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire la data non structurée et multimodale? La data, de plus en plus, elle va venir des images, de la voix, de la vidéo, et d'avoir cette capacité de se dire, je ne regarde pas que mon fichier Excel ou ma base de données sur Snowflake ou Databricks ou Teradata ou je ne sais pas quoi, mais je vais les regarder en me disant, eh ben, qu'est-ce qui se passe dans mes call centers? Est-ce que j'arrive à récupérer de la data différemment? Et on rigolait un peu avant parce que j'ai un espion IA qui est mon note-taker. Et Laurent et moi, on est dans un comité de recherche d'une autre école ensemble. Et mon espion vient. Et donc, la dernière fois, le dean de recherche me dit mais pourquoi ton espion est là pendant le truc? Toi aussi, tu peux prendre tes notes. Et je fais mais non, moi, je scrape de la data gratos. J'ai mon note-taker qui tourne dans toutes mes réunions. Et j'espère que dans 4-5 ans, il va pouvoir prendre l'intégralité de ma data et faire un peu le Ray Dalio. Je ne sais pas si vous avez lu Principal. Le Ray Dalio, c'est un grand investisseur. Il a réfléchi à tout ce principe de sa vie. Et ben moi, je pense que j'aurais pas besoin de mettre autant de jus de crâne que Ray Dalio. Peut-être qu'une IA m'aidera à le faire par rapport à ça. Mais du coup, il faut que vous réfléchissiez sur chacun de vos métiers. Quelle est la data qui est différenciante? Et est-ce que moi, je peux créer des petites bases de données ou des choses qui sont différenciantes? Et utiliser l'IA en apprenant, à le faisant par rapport à ça. Donc pour moi, c'est la curiosité, l'esprit critique, la capacité d'aller dans la data et de faire ça, et puis le plus possible de l'agilité, quoi. Mon tour. T'as dit le mot, là, l'esprit critique, c'est vraiment important. Donc, en fait, déjà avant de parler de métier, moi, je voulais juste faire un petit insiste sur le monde de l'éducation. Je pense qu'à aujourd'hui, il va falloir, ça commence, hein, mais il faut absolument on ait des épreuves, entre guillemets, avec les étudiants, qui soient des épreuves où l'IA est interdite. Le seul moyen de véritablement les interdire, c'est d'avoir plutôt des épreuves orales, en présentiel, puisque là, voilà, l'écrit à domicile ou l'écrit tout court, c'est plus compliqué. Ça tombe bien, puisqu'on l'a dit, les relations humaines, c'est pas quelque chose de facilement remplaçable. Donc, quelque part, l'art oratoire est quelque chose qu'il faut aussi développer. Donc, finalement, ça tombe assez bien de se dire que des épreuves orales qui, par construction, sont exemples d'IA sont dans le coup. Et le deuxième sujet, il faut des épreuves où l'IA est obligatoire. Pourquoi? Parce que je peux vous assurer que si vous mettez plusieurs personnes devant un même sujet, avec une IA, vous aurez des copies atroces, et puis des trucs extraordinaires. Et ça va devenir un talent. Comment est-ce qu'on utilise à bon escient ces algorithmes pour faire un contenu qui, d'abord, au premier coup d'œil, ne se voit pas comme étant un contenu complètement artificiel. Genre, voici la réponse A. Alors là, ce qu'on appelle les artefacts, on voit au premier coup d'œil que c'est de l'IA. Mais même en enlevant tout ça, enfin, vraiment, et l'étude que tu citais est intéressante parce qu'elle disait aussi d'autres choses. Elle disait, que la qualité de ce qui était sorti était beaucoup plus ramassée, c'est-à-dire que la variance qu'il y avait entre les mauvais travaux et les bons travaux, l'écart est plus faible, n'empêche que les meilleurs restent les meilleurs. Donc il n'y a pas d'inversion de tendance. Et ça, c'est le premier enseignement. Le second, c'est que dans certaines tâches vraiment complexes, pour le coup, les meilleurs étaient plutôt handicapés par l'IA qu'autre chose. Dans les tâches vraiment compliquées, bizarroïdes. Et ça... en fait, des choses où tu vas aller mixer du calcul avec des prises de décision dans lesquelles tu as accès, tu dois combiner plusieurs informations qui sont très distantes et très éloignées les unes des autres.
Parce que je ne vais pas rentrer en détail, mais quand tu utilises un RAG, en général, ça te trouver un extrait, pas forcément plusieurs, pas forcément recombiner les choses comme il faut. Enfin, bon, bref, donc il y a des choses qui font que, bon, mais ça le progrès technique va arriver. En attendant, quelqu'un qui a des bons réflexes, qui est un bon analyste, entre guillemets, il sait tout de suite aller chercher les bons trucs, faire des bons raisonnements, il va beaucoup plus vite pour l'instant, et il est handicapé avec l'IA sur des tâches vraiment complexes. Bon, voilà, mais donc, je pense surtout que s'il est très fort pour l'instant, c'est pour deux raisons. C'est un, l'esprit critique. Quand il voit une info, il se dit « Attends, mais c'est bizarre ce truc-là, et pourquoi là-bas ?» Et donc finalement, ça c'est vraiment un élément important. Et deux, c'est faire des parallèles. Enfin, moi, j'ai un peu dépassé le truc, mais dans une carrière, quand vous voyez des choses dans le monde de l'assurance, que vous les appliquez ensuite dans le monde de l'industrie, parce que c'est des sujets de risque, de sinistralité, etc., là, vous avez fait une démarche qui est très compliquée à faire pour une IA. Parce qu'elle voit un truc dans un contexte et lui dire « Est-ce que tu arrives à appliquer la même chose dans un contexte qui est différent ?» On lui apprend plutôt à raisonner dans un contexte, justement. Donc, faire des parallèles, assimiler ce que vous avez pour faire des parallèles sur plein d'éléments, d'une part, et l'esprit critique. Et je pense qu'il va y avoir probablement, là aussi je reviens dans le monde de l'éducation, mais probablement des cours, entre guillemets, d'esprit critique. Je pense que c'est parce que l'analyste, il va toujours exister, mais son métier sera complètement différent. Et son métier, ça va être surtout le contrôle, de challenger ce qu'il a. Il voit des infos partout, de la data vis, des trucs bien faits par les IA qui lui expliquent tout un tas de trucs, et il va dire, mais attends, c'est quoi ce machin, c'est pas normal. Celui qui a les bons réflexes, qui sait challenger. Alors je suis sans doute un petit peu biaisé parce que j'ai commencé auditeur chez Mazars, donc c'est quand même le job de ce qu'on appelle le scepticisme professionnel. En fait, dès qu'on a une info, scepticisme d'abord. Voilà, c'est comme ça, c'est le réflexe. Donc, mais je crois vraiment que c'est vraiment le sujet important. Les IA vont faire énormément et on sera plus en supervision et en contrôle. Et dans le métier du M&A, par exemple, alors c'est un métier qui est à la fois bancaire, mais pas que, le M&A, la due diligence, etc., en fait, vous avez, dans les due diligence, vous avez 20 000 documents, legal, tax, accounting, tout ce que vous voulez, là, management reports, etc. Bon, ben, si vous envoyez des gens, des jeunes là-dedans, ils sont vite perdus, et en fait, il y a une forme de hiérarchie où on apprend le métier, quoi. Et apprendre le métier, c'est pas prendre le premier document venu et considérer que ça va. Ce qui va être très très fort, c'est de réussir à croiser des documents et se dire que le truc qui est juridique là-bas, il y a quand même un chiffre dedans qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit ici. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc dans la démarche des due diligence, vous allez avoir de moins en moins de besoin de petits jeunes. Pourquoi ? Parce que les IA vont déjà prémâcher plein de travaux, mais les petits jeunes, ils vont commencer leur carrière en tant que patron des IA. C'est-à-dire que leur job, ça va être de dire, bah, l'IA, je lui demande de faire des trucs, il me sort des trucs, est-ce que ça me paraît bien, pas bien, etc. Donc le job va changer. N'empêche qu'il sera toujours là, et il sera peut-être encore plus passionnant, en fait. Si je peux juste... Il faut rajouter un truc intéressant. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'IA, et en fait, pour revenir à ce que tu disais, Laurent, on va se retrouver avec la revanche des seniors. On va tous avoir un niveau d'accès à l'information tous ensemble. C'est pas difficile. L'information va être disponible, mais ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui auront eu cette carrière derrière eux, qui ont appris l'esprit critique, qui ont appris à trouver l'information, à prioriser l'information. Et je pense que Xavier Niel l'a très bien résumé il n'y a pas longtemps. Il avait dit « l'IA ne va pas vous piquer votre job, mais quelqu'un qui maîtrise l'IA va être celui qui va vous piquer le job ». Et je pense que l'esprit critique essentiel, l'habilité à analyser différentes sources d'informations, et moi j'insiste énormément, parce que je fais énormément de ça, c'est la façon de l'exprimer. Le public speaking reste néanmoins la façon d'exprimer. La machine va avoir beaucoup de mal encore à vous remplacer à le dire. Comment vous le dites en plusieurs langues va rester quand même la grande différence. Moi, je ne sais pas, c'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est la revanche des seniors. Moi, l'analogie que je comparerais, c'est aujourd'hui, en 2025, vous pouvez encore envoyer un fax. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un email. Vous pouvez envoyer un fax, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un WhatsApp. Mais les gens qui vont faire WhatsApp, ils vont faire plus de business. Les gens qui envoient un email, ils vont juste faire plus de business que ceux qui utilisent un fax. Donc moi, je pense que tu es plutôt dans un... il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de tâches ou un certain nombre de manières de faire les choses qui va drastiquement évoluer. Et ça, je pense que moi, j'avais cette conversation encore hier soir, de dire oui, mais Claire, on a déjà essayé l'entreprise libérée, ça n'a pas fonctionné, les COMEX, les chaînes hiérarchiques, etc. Moi, je pense que comme toujours dans l'innovation, il y a un moment, il y a quelque chose qui bascule
Et là, on va quand même rentrer dans une logique des organisations où la data va être au cœur de ce qu'on fait au quotidien. Elle va devenir, quand je vous parlais, pourquoi est-ce que c'est important la data, ça va devenir, et on le dit depuis des années, mais ça va vraiment devenir le nerf de la guerre. Et donc comprendre la data, être au cœur de la data, va redéfinir l'organisation. Parce que quand on parlait des prises de décision, aujourd'hui, la prise de décision, s'il y en a qui bossent en entreprise, on voit qu'on a des générations différentes, mais quand vous bossez en entreprise, quand vous êtes au comité exécutif, toute la journée, il y a 50% de votre agenda qui est pompé parce que la prise de décision n'est pas claire. Ou que, pour des questions de conformité et de prudence, les gens ne vont pas vouloir prendre la décision à leur niveau, ils vont vouloir que la décision monte au-dessus pour être prise de façon à ce qu'il y ait un parachute qui les protège si la décision est mal prise. Et là, on rentre dans une ère qui est différente avec la data, avec la capacité, quand je parlais de Ray Dalio, la capacité de revisiter tout le temps en temps réel l'intégralité des décisions qui ont été prises, de les flécher et de les augmenter. C'est la question du démarrage. Mais donc pour moi, on est dans cette ère où on sort du fax, mais ça va se passer avec la data. Et là, je pense que ça attaque l'organisation quand même. Ça attaque la pyramide avec le CEO, le CFO, etc. Moi, ce que je vois là, il y avait Pigment, vous devez la connaître. Eleanor Crespo, elle annonçait aujourd'hui la sortie de ces 3 agents dans Pigment avec The Planner, The Parser. Ça fait des années qu'elle pousse sa vision en disant Office of the CFO, c'est des fichiers Excel et c'est pas à Laurent et à moi qu'on va dire autre chose. C'est des fichiers Excel et des bilans, des trucs pas statiques où justement on doit vérifier l'info. On peut beaucoup plus piloter son entreprise et piloter la création de valeur de son entreprise et l'asseoir sur des décisions qu'on sait rationaliser, revisiter tout le temps en se disant est-ce que j'ai pris les bonnes décisions par rapport à ma culture d'organisation, mon management, mes RH, mes people et mes hommes et mes femmes, est-ce que je suis en train de faire les bonnes actions à ce moment-là et quel est mon retour client par rapport à ce que je fais. Et ça, pour moi, en 2030, on va le toucher du doigt. On va vers ça. Et les dirigeants qui ont compris que c'est ces changements fondamentaux dans l'organisation qui se passent et qu'on va changer la façon dont le travail se passe, là, ils vont onboarder les juniors et ils vont onboarder les meilleurs juniors. Parce que les meilleurs juniors, ils ne vont plus aller dans une start-up. Ils se diront, ah non, moi, je vais aller suivre ce leader. Je vais aller construire l'organisation de demain. Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai hâte qu'on passe au Q&A avant le cocktail, quand même, que tout le monde attend avec impatience, j'imagine. Mais on parle de la jeunesse et si on sait qu'il y a un sujet qui la touche, c'est bien la planète. Il faut qu'on parle d'IA et de carbone. D'après vous, t'en as un petit peu parlé, Laurent, tout à l'heure, mais est-ce que notre modèle d'IA et de développement est compatible avec nos enjeux de développement durable? Ah oui, je vois que c'est de plus en plus violent le bouton là. C'est le cocktail aussi. Bon, bah, oui, j'en ai déjà parlé, et tu l'as déjà dit aussi, c'est l'usage qui est le plus important. Aujourd'hui, au début, tout le monde s'est hurlé en disant « oulala, mais entraîner un GPT, ça a coûté 10 allers-retours New York, Tokyo ». Mais 10 allers-retours New York-Tokyo, en fait, c'est pas grand-chose. Quand derrière, si derrière on construit un outil qui procure des bénéfices humains, voire même environnementaux, puisque ça sert aussi à aider dans le domaine, qui eux peuvent être incommensurables. Par contre, l'usage, lui, là, quand on multiplie par des millions et des millions de prompts tous les jours, là c'est compliqué. Donc, alors les études, c'est entre x5 et x30. Voilà, à peu près. De CO2, d'équivalent CO2, x5 à x30 par rapport à une recherche dans Google, ouais, qui lui-même est une IA, en fait, mais évidemment d'un autre ordre. Donc oui, bien sûr, si vous utilisez un GPT sur votre smartphone pour demander quel est le meilleur régime alimentaire de votre chat, c'est pas bien, c'est mal, il ne faut pas le faire, voilà. Parce que Google le fait déjà très bien et qu'effectivement, il consomme beaucoup moins. Donc, c'est à nous tous d'être frugaux.
on est quand même très incité, et là c'est le fameux business is business, on est très incité par des outils qui maintenant sont intégrés dans des suites à droite à gauche. C'est facile, c'est un petit truc dans un coin de l'écran, il suffit de cliquer dessus et paf, on pose des questions. Mais le modèle qui est derrière, c'est le modèle normalement le plus puissant en général que le fournisseur ait en réserve, parce qu'il veut faire une impression évidemment en termes de concurrence qui soit détonnante. Et donc là, ça consomme vraiment beaucoup. Et donc ça, c'est une vraie inquiétude, parce qu'aujourd'hui, les grands fournisseurs sont en train d'expliquer que depuis 18 mois, 2 ans, ils n'arrivent plus à maîtriser leur trajectoire carbone, alors que c'est que le début. C'est-à-dire ces fameux outils qu'on met dans les suites, comme je le disais, ça n'est vraiment que le début. Donc aujourd'hui, la parade, elle me semble pas extraordinaire, puisque la parade, c'est qu'en fait, les gars se sont dit, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des centrales nucléaires adossées à nos data centers. Comme ça, on sera décarboné. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a marché, hein. Ça sera décarboné, c'est vrai. Mais donc, on n'est pas du tout dans une logique qui est de se dire on va consommer moins d'énergie. On est dans une logique qui est on décarbone et puis on verra bien plus tard, quoi. Sachant que le nucléaire, c'est top, mais ça reste une énergie fossile, puisque l'uranium, on n'en a quand même pas des quantités illimitées. Donc, si tout le monde commence à faire ça, on va avoir d'autres problèmes un peu plus tard. Voilà, donc il y a quand même heureusement des recherches en efficience et en efficacité, en frugalité. Et puis par ailleurs, un acteur responsable, c'est un acteur qui va mettre la bonne IA en face du bon besoin. Donc plutôt que de chercher à avoir l'IA monstrueuse qui sait tout faire et qui consomme énormément, évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire non, je vais pouvoir, parce que là j'ai un cas d'usage très particulier dans lequel je dois faire tel ou tel machin, je vais mettre une IA beaucoup plus petite, beaucoup plus frugale, et quelquefois d'ailleurs plus performante dans ce sujet bien précis. Donc ça, c'est vraiment un point important qui est de la responsabilité des acteurs. Claire, comment tu gérais ces enjeux de concilier l'innovation et de RSE, pardon. Écoute, moi, c'est sûr que la finance, elle a réussi, bon an, mal an, à apprivoiser ces sujets finance et RSE. Donc, je pense que les sujets du financement, la catégorisation de ce que c'est un brown asset, un green asset, qu'est-ce que je dois financer, etc. C'est quand même, je pense, maintenant dans toutes les banques, je touche du bois, mais c'est quand même une généralité. Dans la technologie, ce qui est la limite pour moi du raisonnement, par rapport à ce que tu dis, Laurent, c'est Google, il répond peut-être à le régime alimentaire de mon chat, mais je vais devoir cliquer sur 5 trucs et perdre 1 heure pour que Google me file la réponse, quoi. Alors que Perplexity, il va me la donner en 3 secondes, voire je vais l'avoir dans une vidéo sur YouTube à travers quelqu'un qui va me le dire directement. Donc, on pilote pas la création de valeur des nouveaux usages. On est en train on essaye de calquer un mode. Moi, j'avais des gens qui venaient me voir en disant pendant le Covid, faut pas mettre la vidéo parce que c'est pas bien, ça consomme de l'énergie. J'étais là, en fait, moi j'ai une responsabilité, je suis dirigeante, j'essaie de protéger des gens dans mes équipes partout dans le monde, et c'était pas des consignes groupes, hein, c'était plus des réflexions individuelles de gens qui partageaient leur peur finalement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Et moi, j'étais là, mais en fait, d'un autre côté, c'est super de pouvoir avoir une vidéo et de pouvoir être engagé dans une réunion et de pas me dire que quelqu'un a mis une bouteille de coca et a été faire autre chose. Pendant que moi, j'essaye d'animer la réunion, mes hommes, mes femmes, et de faire le job. Donc, bon, écoute, j'ai pas trouvé la recette magique. Pour moi, il faut piloter la valeur. Après, je rejoins tout à fait ce que disait Laurent, c'est-à-dire qu'il y a un moment... dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle Moore's Law, c'est-à-dire que je pense aussi que les choses vont se résoudre par elles-mêmes. Donc, on a vu, par exemple, Moore's Law, c'est le fait que la loi de Moore, c'était toujours... tu as une courbe exponentielle sur la création de la technologie qui permet d'aller au prochain. Et donc, DeepSeek, c'est un bon exemple de ça. On a DeepSeek qui arrive, qui a été créé en très peu de temps par rapport à OpenAI, qui en fait a demandé énormément d'efforts, énormément de ressources. Et je pense que de plus en plus, on va trouver des façons plus astucieuses d'utiliser l'IA. Et encore une fois, je suis ingénieur informatique. Je me rappelle, quand on était à l'école, on nous disait, quand vous instanciez des pointeurs ou des vecteurs, des databases, vous avez différentes façons de le faire. Vous pouvez créer un bloc de 1000 ou 10 000 choses, ou vous pouvez essayer de le faire un petit peu plus astucieusement. Et ça, c'est, je pense, là où les Français sont très forts, notamment parce qu'on est très fort en mathématiques et ce qu'on apporte. Mais par exemple, quand je regarde ce que QTAI fait
qui est le laboratoire qui a été financé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé, et qui travaille sur la voix en temps réel, en échange, et qui récemment, je vous invite à regarder, eux, ils sont sur des modèles super frugaux. C'est de l'open source, c'est hyper frugal, et oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bras commercial, quoi. Donc, en fait, on n'est pas dans l'adoption à large scale de ces technologies-là. Donc, moi, je mise un peu sur le talent mathématique, l'open source, et, excuse-moi, je fais un petit peu la chasse aux sorcières. Je suis un petit peu en mode, quand tu me demandes d'éteindre ma vidéo en plein Covid ou que tu me dis, faut pas utiliser GPT, je pense que c'est pas ça les solutions. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que le débat de base. Je pense que la difficulté de tout ça, c'est, Laurent t'a donné la solution en fait, hein, les centrales nucléaires d'un côté, mais c'est pas une solution. La frugalité de l'autre, mais c'est pas non plus une solution, parce que si je vous dis à tous, arrêtons de le faire pendant 3 jours, on le refera. Si je vous dis à tous, baissez votre température parce qu'on aura moins froid, on aura plus chaud, moins chaud, mais c'est mieux pour la planète, on le fera, oui et non. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve une régulation, trouver le bon équilibre. Mais d'un autre côté, si je vois le côté positif de ça, 2 exemples. La recherche, grâce à l'IA, on arrive à avancer énormément la recherche. Les fameux 10 voyages Paris-Tokyo ont un coût, mais l'impact peut être tel que ça vaut le coup de le faire. D'un autre côté, si je ramène ça à la RSE, je pense qu'aujourd'hui, on arrive tous à évaluer le scope 1 de ce qu'on dégage, mais sérieusement, le scope 2 et 3 sont hyper compliqués à trouver. Et pouvoir sortir un score RSE et dire je maîtrise le score 1, 2 et 3 devient de plus en plus difficile, et impossible. Je pense que l'IA va y arriver, va nous aider à le faire. Donc oui, il y a un coût, mais il y a un bénéfice. Et en fait, trouver cet équilibre entre les deux, et entre-temps, la frugalité en tant que stand-by, et là, ce qu'on a de mieux à faire, mais il va falloir trouver une autre solution. Je trouve que c'est une plateforme d'atterrissage parfaite pour laisser place au Q&A, celle de l'audience, parce que on a dit beaucoup de choses et on n'a vraiment pas tout dit. Donc, il y a peut-être des questions que vous posez sur 2030. Oui, alors je vais vous inviter à prendre votre micro, à cliquer sur le bouton parole. Oui, bonsoir. J'ai une question simple et ensuite j'aimerais faire un petit référendum dans l'audience pour savoir. Ma question, c'est comment réguler les systèmes propriétaires complexes qui constituent des secrets d'affaires comme chez le gestionnaire d'actifs BlackRock avec leur système Aladdin. Comment réguler quelque chose qui est censé être un secret d'affaires? Comment on peut faire ça? Et le référendum, c'est par rapport à l'audience, c'est est-ce que vous êtes plutôt pour des solutions open source ou justement des systèmes propriétaires qui sont des black box un peu compliqués ou des choses comme ça? Alors, on va le faire en 2 temps. On va commencer par le sondage pour s'assurer que tout le monde est encore bien réveillé. Donc, qui est pour des systèmes open source? Et pour la question, je laisse le panel répondre. Je ne regarderai personne. Bon, alors, d'abord, on peut être open source et avoir un modèle qui est une black box. Enfin, faut bien serrer les sujets. Le modèle black box, c'est le modèle qu'on n'arrive pas facilement à expliquer en langage classique. Hein. Donc, après de passer par des centaines de couches de neurones et donc des micro-équations, enfin des micro-additions de poids qui font des milliards de trucs, à la fin, on ne sait plus expliquer pourquoi ce qui est sorti est sorti. Voilà. Et donc ça, on peut être open source, on peut être complètement open, montrer tout, et pour autant, on n'a pas fait un algo explicable. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est en réalité, les secrets d'affaires n'ont jamais empêché des autorités de régulation de réguler. Parce que les autorités de régulation, elles s'arrogent des droits d'accès qui, évidemment, seront pas accessibles à d'autres acteurs. Donc, moi, aujourd'hui, il se trouve que ça fait 20 ans que je travaille avec certaines autorités de régulation dans d'autres univers, dans les télécoms, etc. Bon, ben, quand on accède à des modèles de grands opérateurs télécoms, évidemment que les concurrents d'à côté, ils n'ont absolument pas ces accès-là. On intervient pour l'autorité, et donc là, on a un accès qui, évidemment, est réglementé avec des accords de confidentialité, tout ce qu'on veut pour les intervenants, mais on y accède. Par contre, ça pose un autre problème, c'est la black box, c'est-à-dire, et donc là, open ou pas open, comment est-ce qu'on audite une black box ? Donc comment est-ce que derrière, quelqu'un qui doit aller vérifier ce qui se passe, en revient en disant « je suis rassuré, tout va bien ».
Donc ça, c'est une vraie problématique pour le coup. Il y a il y a un certain nombre de cas d'usage où c'est quand même très possible. Ce que je peux vous dire dans le domaine bancaire, mais là je ne parle plus d'investissement, mais de banque de crédit. L'un des grands sujets dans la banque de crédit, c'est est-ce qu'il y a de la discrimination ou pas dans l'octroi de crédit. Et donc vous pouvez avoir un algo black box qui vous sort, voilà, j'accorde pas, donc comment on fait? Ce que vous pouvez, à défaut d'expertiser l'intérieur de la black box, ce que vous pouvez en revanche, c'est regarder la data en entrée, la data en sortie, et faire de la statistique. Hein. Et donc là, ça amène plein de choses. Hein. Je vais vous dire, vous faites de la stat aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, vous accordez plus de prêts à des hommes qu'à des femmes. Faire de l'inférence, de l'inférence statistique, à partir des données récupérées et puis remontées en amont. Je vous le dis, regardez, première chose, j'accorde plus de prêts à des hommes qu'à des femmes, en taux de oui ou de non. Là, vous allez dire, ça ne va pas. Et puis après, vous dites, ouais, mais maintenant, je vais faire des tranches par tranche de revenus. Je regarde les tranches de revenus et je regarde à chaque fois par tranche de revenus ce qu'il en est. Et là, peut-être que votre truc va être plus égalitaire. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, si votre photo finish, elle n'était pas bonne, c'est parce qu'en fait, dans les tranches de revenus, les femmes ont des revenus qui sont un peu moins bons que les hommes. Et donc, vous dites, est-ce que c'est le rôle du banquier de corriger ce biais sociétal, global, ou est-ce qu'en fait, on vous dit, non, finalement, il a fait son job, lui, à ce niveau-là. Donc là, on a besoin d'un régulateur qui donne l'étape de la loi, parce que qu'est-ce qu'on fait face à ça? En revanche, on sait effectivement faire ce type de calcul, vérifier donc qu'on a ou pas. Vrai problème, c'est que là, je parle du genre qu'on arrive à suivre en Europe. Si vous voulez suivre les ethnies, la race, la religion, etc., interdit en Europe. Donc on n'a pas la data. Donc je peux vous assurer, il y a forcément des biais. Parce qu'à chaque fois qu'on les suit, en général, il y en a. Et donc il faut s'y prendre plusieurs fois pour les corriger. J'aimerais qu'on passe à une ou deux autres questions. Merci beaucoup, Laurent. Oui, ça marche. Voilà. Vous avez évoqué, et vous avez raison, l'IA qui lisse l'Internet parce que les gens font du contenu avec une IA et petit à petit, ils aplatissent le truc. Mais il y a un autre sujet que vous n'avez pas évoqué et qui fait que j'ai voté systématiquement contre sur la disparition des analystes. Moi, je suis futurologue et dans futurologie, on a deux branches, on a la systémique et la cybernéticienne. Moi, je suis cybernéticienne. Et pourquoi il existe deux branches? C'est parce que la systémique qui est la plus utilisée et en particulier qui est utilisée dans la finance, elle fait des corrélations avec des séquences des statistiques et puis elle dit si l'aluminium monte, je vois que ça a un impact sur le bâtiment, sur je sais pas quoi, et puis voilà, tout le monde est content, etc. Et pourquoi il existe deux branches? C'est parce que cette activité systémique qui donne des bons résultats. Le rapport Meadows est fait avec ça quand même. Hein, voilà. Il est incapable. Il est incapable. Il y a une question. Oui. La voilà. Il est incapable d'intégrer l'idée que le vivant a des capacités d'adaptation absolument énormes et que ces capacités d'adaptation sont quelquefois des retournements très rapides. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites justement sur les analystes en disant mais pourquoi ils se trompent tout le temps, parce que justement c'est là qu'il y a... Voilà. Est-ce que, donc ma question est... La voici. On y vient. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait apporter une réponse? À quelle question? Non, mais ça touche la définition de ce qu'on appelle les GI. Et il y a différentes théories. C'est quoi le GI? GI, c'est... quelqu'un va m'aider sur l'acronyme. C'est l'intelligence, c'est l'IA générale. L'intelligence générale. Oui, l'intelligence générale. L'intelligence générale. Et donc, il y a différentes théories sur l'intelligence générale. Il y a Yann Lequin qui va prendre posture en disant une IA n'apprendra jamais autant qu'un enfant de 3 ans. Elle n'est pas capable, elle n'est pas faite pour ça et elle ne le fera jamais. Il y en a d'autres qui ont un postulat différent en disant il y a des capacités de raisonnement qui sont en train d'être développées et donc
dans des systèmes multi-agents avec différents systèmes de raisonnement, on va pouvoir répliquer de l'IA. Et il y a même, si ça vous intéresse, un prix qui a été fait par un Français qui s'appelle François Chollet, qui récompense chaque année les plus gros progrès vers les GI et les différents systèmes de challenge. Donc, par rapport à votre question, est-ce que ça peut être remplacé? Oui, c'est répondre à la question des GI. Et à date, il y a différents partis pris et théories dans les plus grands pairs de l'IA qui l'ont créé aujourd'hui. Donc, moi, en étant bien petite opératrice, je ne remettrai pas en cause les pairs de l'IA. Votre question, c'était est-ce que l'IA peut devenir l'équivalent de quelque chose du vivant, c'est-à-dire une IA à un moment conscient, etc. Ou votre question, c'était plutôt, il y a des phénomènes qu'on a du mal à prédire, et notamment la résilience du vivant en fait partie. C'était plus une question de capacité de prédiction. En deux mots là-dessus, évidemment, j'ai pas la réponse à ça. Je peux vous dire qu'on a des IA qui nous étonnent quand même. Alors, par exemple, nous, on a mis en place des IA, enfin, je dis nous, mais avec beaucoup d'humilité. Si on le fait, c'est que d'autres le font. Peut-être le moment où tu parlais du jeu de Go, non? Non, je n'allais pas aller jusque-là. J'allais dire que déjà, sur les time series et les modèles ARMA, SARIMA, etc., aujourd'hui, on a mis en place des IA, du machine learning, bête et méchant, ce n'est pas du modèle langage, qui, en fait, à notre grande surprise, donnait de meilleurs résultats que les modèles SARIMA sur des prévisions de vente à 6-7 semaines de certains matériels. Donc, par contre, pas explicable. L'avantage de l'ARMA, du SARIMA, vous comprenez complètement ce qui se passe. Là, vous avez un truc qui sort quelque chose, c'est magique, et ça marche mieux. Bon, voilà. J'ai vu des modèles climatiques qui commencent à être très impressionnants, parce que le climat n'est rien de plus instable et complexe, et j'ai compris que là aussi, les concepteurs avaient été bluffés par la qualité des résultats qu'ils ont eus. Donc vous voyez qu'il y a aussi ce genre de choses qui sont intéressantes. Et puis pour terminer, puisque dans finance, on a tous le problème des queues épaisses statistiques, donc la variance en dehors des lois normales là, sur les côtés, qui crée des crises systémiques qu'on a plus souvent, plus fréquentes qu'on imagine, etc. Je peux juste vous dire que dans ce domaine-là, dans certains cas, on a remplacé des modèles Monte-Carlo par des GAN, des IA génératives adversariales. Donc en fait, elles sont entraînées à lutter contre une IA. Il y en a une qui fait une prévision, l'autre elle doit en fait prédire si ce qu'on lui soumet est de la vraie donnée ou de la fausse donnée générée par l'autre IA. Donc elles sont en compétition l'une contre l'autre, et c'est du coup, elles font de plus en plus de progrès. Et à un moment donné, on laisse celles qui génèrent des scénarios générer des scénarios financiers ou autres, peu importe, avec des queues épaisses ou pas. Elle s'en fiche, elle fait du Monte-Carlo, sans qu'on, dans le Monte-Carlo, on ait mis les paramètres qu'on doit mettre quand on fait du Monte-Carlo. C'est-à-dire on doit quand même simuler l'aléa avec des paramètres statistiques. Là, on n'a plus rien, c'est pas explicable à nouveau, mais ça marche. Ça Donc, reste de la recherche. Oui, oui, oui. Merci Oui, Laurent. Il nous reste une dernière question. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette table ronde. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi de Moore qui m'a... qui me fait penser donc forcément aux semi-conducteurs. Donc la loi de Moore, donc Gordon Moore en 65, je crois, qui publie donc le papier qui stipule que, c'est ces petits transistors, donc les semi-conducteurs, c'est des plaques de silicium dans lesquelles on va venir graver. Je crois que c'est de la data, alors je ne saurais pas trop l'expliquer, mais donc chaque 18 à 24 mois, on double cette capacité. Et en fait, c'est un indicateur aujourd'hui qui permet de driver un peu l'innovation. Et quelque chose qu'on en parle très peu, je trouve, ça va être qu'aujourd'hui, l'IA, c'est vachement drivé donc, par les semi-conducteurs, si ce n'est l'essence même de l'IA, ça repose beaucoup là-dessus. Les semi-conducteurs, c'est, pour ce que j'en ai lu, vous me corrigerez si j'ai faux, mais c'est la chaîne d'approvisionnement et de construction des semi-conducteurs est hyper limitée. Il y a, je crois, une entreprise en Israël, une entreprise à Taïwan, une en Europe et une aux États-Unis. Donc, je crois que c'est 5 acteurs majeurs. Pendant le Covid, généralement, on a vu aussi que le fait que les coupures d'approvisionnement en semi-conducteurs ont créé énormément de problèmes, notamment sur l'automobile. Même Biden prenait la parole une fois en disant on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à assumer la demande automobile, parce qu'à cause de justement la faible approvisionnement en semi-conducteurs.
Et ma question est la suivante. Est-ce que demain, au vu du contexte géopolitique actuel, notamment avec les États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir une rupture d'approvisionnement sur nos semi-conducteurs qui, d'ici à 2030, d'ailleurs, qui est pour moi demain, on aurait une très très forte, voire une énorme... Enfin, ce serait, disons, comment dire, les anticipations qui sont ultra optimistes aujourd'hui des professionnels sur le milieu de l'IA ne prennent pas forcément en compte cette problématique qui, selon moi, peut justement limiter énormément le développement de l'IA à court terme, parce qu'à long terme, ce sera forcément réglé, mais à court terme, donc d'ici 2030, est-ce que justement, ma question est la suivante, pardon, je me répète, mais ça pourrait pas limiter le développement de l'IA? Merci. Merci beaucoup. Qui prend? Short answer, oui, hein, bien évidemment. Je pense que la chaîne de production est fragile, est très concentrée. Taïwan a une relation compliquée avec son voisin. L'Amérique a des relations compliquées. Le Moyen-Orient a des relations compliquées. Je pense que c'est un vrai problème. Et on peut faire une longue dissertation, mais je pense que la chaîne de production est l'élément faible, d'où aujourd'hui cette recherche de matières rares, que chacun, de terres rares, pour pouvoir assumer sa production. Mais je pense que c'est le gros challenge, un des gros challenges. La partie consommation d'énergie et la partie production de la chaîne de production, tout à fait. Prends le micro. Semi-conducteur. C'est de là dont tu as tiré la question. Ok, très bien. C'est la guerre des semi-conducteurs. Un bouquin à lire. Si vous voulez un auteur français, vous pouvez lire La vallée du silicium. Et c'est sur ces belles paroles que je vais tous vous remercier d'être venus ce soir. Un merci tout spécial à Hervé Alexandre qui a organisé cette conférence. Merci pour son accueil, sa confiance, et d'œuvrer pour les liens entre le terrain et la recherche pour la jeunesse. Merci beaucoup. Et je ne sais pas où est le cocktail. Oui. On te suit. Et merci beaucoup au panel. Je vous propose qu'on les applaudisse.